Donc, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Bienvenue à cette session dans laquelle on va parler de software craftsmanship. Avant de commencer, j'aime bien de savoir un petit peu que vous travaillez aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. L'idée c'est de savoir un peu qui j'ai en face de moi. Donc dites-moi un petit peu là, qui est-ce qui est développeur par exemple? Ok, qu'est-ce qui est plutôt côté business? PO, ok. Qu'est-ce qui est architecte? Manager? Ok. Donc à mon tour. Ça veut bien marcher? Oui, ça veut bien marcher. Non, hop, on va revenir d'un cran. Donc, Jean-Laurent de Morlon, ça c'est moi. Je m'occupe de la direction technique de Xebia, une société de conseil d'une soixantaine de personnes qui est sur Paris. Ça fait à peu près 12 ans que j'écris du logiciel. Ça fait 6 ans que je suis sur des projets agiles à peu près. Vous avez de quoi me contacter à droite et à gauche là-bas. Globalement, j'ai 38 ans. Qu'est-ce que je fais? J'ai travaillé dans ma carrière de 12 ans, j'ai travaillé à peu près 8 ans chez des éditeurs, 4 ans chez des sociétés de conseil. Ça vous donne un petit peu mon background et vous expliquer pourquoi on va parler de tout ça. Entre autres, dans ma mission de tous les jours, ce que je fais, c'est que je fais du coaching agile chez des clients. Donc j'apprends, j'aide les structures à aborder l'agilité, quelle que soit leur taille. Je travaille dans des grandes banques comme dans des petits éditeurs. Ça m'occupe environ 50% de mon temps. Le reste de mon temps, j'écris du logiciel. Donc je suis dans des équipes techniques et j'aide à la réalisation. Donc je reste les mains dans le cambouis. À peu près, voilà. Je m'occupe aussi d'une start-up qui s'appelle Serpodil, qui vise à distribuer des cahiers d'écriture pour les enfants. Donc c'est fait en mode Lean Startup, si vous avez envie de regarder, ça peut être intéressant. Et surtout, fondamentalement, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais directeur technique, un truc qui pète un peu. En vrai, mon vrai métier, c'est développeur, en fait. D'accord? Ce que je fais, c'est que je design, je construis et je fabrique du logiciel. Ça, c'est mon vrai job. Après, on peut mettre tout un tas d'étiquettes dessus. Fondamentalement, c'est ce que je fais. Alors, pourquoi je vais vous parler de software craftsmanship? Je pense que le métier de développeur, il n'est pas très très bien vu en France. C'est pour ça que je me présente d'abord en vous disant que je suis directeur technique et ensuite, je vous dis que je suis développeur et pas l'inverse. Donc, être développeur à 38 ans, voilà, vous pouvez me dire, t'as raté ta vie, quoi. Hein. Je pense que parler de software craftsmanship, c'est un moyen de changer cet état de fait. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. D'accord? Je pense que le métier de développeur, il a une vraie valeur. Je pense que les méthodes agiles le remettent au centre des éléments. En tout cas, ça devient quelque chose de plus valorisant que ce que ça l'était. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le plan, en 2 parties. Le premier, qu'est-ce que c'est que le software craftsmanship? J'ai mis pas mal de temps, un mois, à comprendre en cherchant un peu ce que ça signifiait vraiment. Et enfin, sans prétention, comment moi, je le mets en pratique dans les projets et dans les missions que je peux vivre. Voilà. Donc une première partie, on va dire, plutôt théorique, une deuxième partie, plutôt recette de grand-mère. Première partie, qu'est-ce que c'est que le software craftsmanship? Qui parmi vous joue d'un instrument de musique? Et qui s'entraîne un petit peu en semaine pour le faire? Qui est-ce qui court le week-end? En semaine? Moins. Et qui est-ce qui a fait des katas chez lui pour s'entraîner à faire du code? Un petit peu. Ça marche. Donc, la première fois que j'ai parlé de software craftsmanship, les gens m'ont regardé et m'ont dit « Mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que c'est que ça ?» On m'a parlé de craftsmanships. On ne voit peut-être pas très bien en bas. Voilà. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. D'accord? Craftsmanship, d'ailleurs, c'est avec un S au milieu. Tout le monde l'oublie. Si vous regardez la plupart des tweets, des machins, tout ça, c'est voilà. Et une des problématiques, c'est justement la prononciation et ce que ça signifie. D'accord? En arrivant à Xebia, on s'est vraiment prolongé sur le craftsmanship et on a essayé de se dire, mais bon sang, mais il faudrait trouver plutôt quelque chose qui parle à un public français. Comment je peux traduire ce terme de craftsmanship? Donc la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on l'a traduit littéralement, craftsmanship, artisan, artisanat, et artisanat en France, moi, ça véhicule plutôt ça. D'accord? Et je ne suis pas très certain que dans mon idée à moi, de ce que je pense du software craftsmanship, c'est vraiment ça que j'ai envie de véhiculer. D'accord? Donc je me suis dit, si je parle d'artisanat, les gens vont penser ça, et c'est pas ça que j'ai envie de penser, donc j'ai essayé de réfléchir à autre chose. Et en gros, je n'ai pas trouvé de traduction, mais une des choses que j'ai envie de véhiculer quand je parle de craftsmanship, c'est un peu quelque chose qui tourne autour de ça. On a pensé à un moment utiliser le terme d'orfèvrerie.
mais ça nous parlait un peu fort, et puis un peu trop minutieux, et puis un petit côté bling-bling dans l'orfèvrerie, le côté doré, le côté or, etc. Par contre, on aime bien le côté minuté, qui marche bien, qui est de qualité, qui a été fait par des gars qui connaissent bien leur métier, et c'est plutôt ça qu'on a envie de faire. Bref, je n'ai pas de traduction à vous donner, j'utilise le terme de software craftsmanship. Un peu d'historique avant. On a coupé la partie droite de mon slide, c'est pas grave. Ça a démarré avec le livre des Pragmatic Programmers, en 99, qui pour les premières fois commence à parler un peu du sujet. Puis ça reste un petit peu vague cette notion, on en parle, mais ça reste un petit peu étouffé. Et il y a un gars en 2008 qui a d'ailleurs participé au manifeste Agile et qui a dit qu'il faudrait rajouter une autre valeur, une valeur qui s'appellerait Craftsmanship over Craft. Je ne vais pas la traduire là parce que sinon vous allez me dire que je dis des gros mots. Mais grosso modo, il s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait dans le manifeste Agile. Donc la personne en question, c'est Uncle Bob Martin, qui est un agiliste qui a participé donc à l'écriture du premier manifeste Agile et qui est un consultant aux États-Unis. Il a écrit notamment, il est connu surtout pour un bouquin qui s'appelle Clean Code, qui doit être sur le chevet de la plupart des développeurs. Derrière ça, le craftsmanship, ça a commencé à un peu prendre un certain nombre de discussions. Et ils ont créé une première conférence sur le craftsmanship en Europe. Et derrière, ils ont décidé d'écrire un manifeste. Parce que le manifeste Agile, craftsmanship, ils voulaient véhiculer quelque chose d'autre, donc ils ont écrit un manifeste. On va voir après la légitimité de ce manifeste et son intérêt. Et puis, derrière, tout un tas d'autres initiatives, donc d'autres conférences aux États-Unis, un bouquin qui s'appelle Apprenticeship Pattern. Il y a une communauté à Londres qui s'est créée et très récemment une communauté à Paris dans laquelle il y a eu 2 réunions, je crois, jusqu'à présent. Tout ça pour dire que en fait, c'est quelque chose d'assez récent. On en parle un peu en 99, un peu de blackout, et puis 2008, on commence à en reparler. Donc quelque part, j'ai envie de dire que le craftsmanship, c'est aussi une première attention récente à la qualité logicielle, en tout cas pratique. Okay, c'est quelque chose voilà, on en parle maintenant. Si vous regardez Wikipédia, software craftsmanship, ils vont dire c'est une approche du développement logiciel qui met l'accent sur les coding skills des développeurs. On va pas loin avec. Bon, évidemment, l'article de Wikipédia est un peu plus large que ça. Je vous en mets juste le point principal. Et c'est toujours véhiculé avec des images comme ça, d'éléments on se rappelle souvent quand vous allez parler, si vous cherchez craftsmanship, vous faites un Google Images, vous allez trouver un violoniste, enfin pas un violoniste, pardon, mais un artisan qui est en train de construire un violon, par exemple. Il travaille le bois, quelque chose de noble, d'attentionné, etc. Donc comment on remet tout ça avec le logiciel? On va essayer de voir. La définition d'un craftsman, ou craftwoman, je me suis déjà fait reprendre, un homme qui pratique son métier avec une grande habileté. Donc on commence un peu à voir coding skills, grande habileté. On essaye de faire passer des métaphores qui sont autour de ces anciens éléments, d'accord, le craftsmanship, l'artisanat. Il y a toute une notion de guilde sous-jacente à tout ça, d'accord. C'est des éléments qui reviennent souvent dans le mouvement software craftsmanship, parce que finalement c'est essentiellement ça. Le software craftsmanship, c'est avant tout un mouvement, d'accord. Donc un mouvement, c'est fait pour alerter et faire bouger les choses. En aucun cas, le software craftsmanship, vous pouvez le comparer à Scrum, Kanban ou une autre méthode agile, d'accord. C'est un courant de pensée. Okay. Ne me dites pas, je fais du software craftsmanship chez moi. Je ne fais pas de Scrum, j'ai arrêté, c'est naze, je fais du software craftsmanship. Non. D'accord. Vous pouvez appliquer des principes qui sont issus du software craftsmanship dans votre démarche agile, en faisant du Scrum ou autre chose, mais vous ne faites pas du software craftsmanship en tant que tel. D'accord. Ce n'est pas une méthode. Et si vous écoutez qui se prétend être un craftsman, en fait, pour être un craftsman, il y a 2 façons de le faire. La première chose, c'est que vous décidez que vous êtes craftsman et vous le dites à tout le monde. Bon, c'est une façon de faire. Et l'autre façon, c'est que quelqu'un dise de vous-même que vous êtes un craftsman. Donc là, ça a peut-être un petit peu plus de valeur. Okay. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas non plus de choses légitimes par rapport au craftsmanship. Vous ne pouvez pas être tamponné craftsman parce que vous avez passé un diplôme ou ce genre de choses. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Un des problèmes quand vous parlez de craftsmanship, quand vous parlez de choses dans lesquelles il faut faire de la qualité, dans lesquelles vous allez faire quelque chose de précis, d'important, qui a une valeur dans laquelle vous passez beaucoup de temps, les gens vont vous dire, tout en programmant, les gens vont vous dire, mais tu fais de l'art en fait. Le craftsman, c'est le mec qui, plutôt que de répondre aux besoins du client, il va faire un super beau programme, hyper bien, de très grande qualité. Donc évidemment, ce n'est pas de l'art. D'accord ? Ce n'est pas de l'art. Vous verrez dans les slides, je vous ai mis un petit article d'un gars qui s'appelle Dan North, qui a fait toute
tout un chapitre sur Programming is not a craft. Donc c'est pas de l'art, d'accord? Le craftsman, il n'est pas là pour faire le plus beau morceau de logiciel possible. Il est là pour faire un morceau de logiciel qui a de la qualité, mais qui répond aussi aux besoins du client. Donc dans des contraintes qui sont celles qui sont les nôtres. On est en train de produire quelque chose d'utile en dehors du côté artistique. D'accord? Le côté artistique, il n'entre pas en jeu. D'accord? Quand vous parlez de craftsmanship, vous pouvez vous dire, ah bah c'est les gars qui faisaient des ponts, etc. Il y a quand même un peu d'art dans tout ça. Donc notamment, vous pouvez, en français, il y a quelque chose qui peut vous interpeller, on parle parfois de l'ouvrage d'art. L'ouvrage d'art, c'est un ingénieur qui va produire un ouvrage, donc un pont par exemple, ou un monument, qu'on qualifie d'ouvrage d'art. Mais art, ce n'est pas dans le sens artistique dans ce cas-là. D'accord ? Art, c'est dans le sens où à la fois l'expérience du développeur, autant que l'ingénieur, j'ai fait le lapsus, l'ingénieur rentre en jeu pour établir cet élément. D'accord ? On appelle ça l'art de l'ingénieur. D'accord ? Mais ce n'est pas l'art au sens artistique. Okay ? Donc on n'est pas là pour faire des trucs jolis, on est là pour faire des trucs qui marchent. Tout ça pour dire que ces métaphores, elles sont on peut les prendre de mille et une manières. D'accord ? Et notamment des manières qui sont celles-là, c'est-à-dire interprétables voilà. D'accord ? On n'est pas là pour faire de l'art, mais c'est quand même ce que véhicule en partie le mouvement Software Craftsmanship. Ça, ce sont les maisons de guildes à Anvers. Tout ça pour dire que dans le Software Craftsmanship, il y a aussi toute la notion de guilde. D'accord ? Les guildes, au tout début, c'était des confraternités de personnes qui avaient le même métier, qui se mettaient ensemble pour échanger et se passer des tips and tricks. D'accord ? Regarde, quand je façonne le fer de telle manière, ça marche mieux. Si j'ajoute tel truc, il suffit des recettes et tout ça. Et est née la notion de guilde. Si vous prenez la traduction de guilde en anglais, c'est une association de craftsmen. Les guildes, leur apogée, c'est, je vais avoir oublié le truc, c'est 18e siècle, je crois, voilà. Et ensuite, elles se sont écroulées. Elles sont écroulées parce qu'elles ont commencé à avoir des actions vis-à-vis des États qui étaient trop fortes. Typiquement, il y a certaines guildes qui avaient des monopoles. Et quand les États considéraient que les monopoles, ils voulaient casser ces monopoles, les guildes levaient une armée et allaient raser la ville. Donc à partir de ce moment-là, les guildes ont commencé sont écroulées sous leur propre poids. L'idée quand même de la guilde, elle est intéressante. Elle est quand même le fait de, je me mets dans un corps de métier X et j'échange entre les gens sur ces métiers. Notamment, je me file des morceaux de recettes, d'accord, pour savoir mieux faire mon métier. Donc il y a quand même une notion qui est intéressante dans les métaphores, mais voilà, il faut savoir à peu près les interpréter. Et a priori, ça porte quand même un peu à controverse. Ils ont réussi à écrire, donc ça vous le connaissez, d'accord ? Vous êtes là à une conférence agile, vous l'avez vu, c'est le manifeste agile. Vous voyez, toujours 4 points, un par rapport à l'autre, supérieur, vous l'avez tous vu cet élément-là. Donc les gars qui ont fait le manifeste du craftsmanship ont décidé de prendre le même élément, et ils ont repris l'élément de gauche, et ils ont dit, oui, c'est bien, mais en plus, il faudrait faire autre chose. D'accord ? Ils ont pris chacun des 4 éléments du manifeste agile. Ils ont dit, c'est bien beau, mais il faut le réinterpréter autrement, notamment not only working software, but well-crafted software, par exemple. Tous ces éléments-là portent à controverse. C'est-à-dire, si vous les regardez individuellement les uns les autres, je ne vais pas vous les passer, parce que je pense que c'est un effet pas forcément légitime. Tous ces éléments-là visent à renforcer le manifeste agile en leur donnant une interprétation particulière, en disant il faut aller plus loin. Moi, ce que j'aime bien dans cet élément-là, c'est le titre qui est tout en haut, qui s'appelle Raising the Bar. D'accord ? J'essaye de faire monter le niveau. Ensuite, il y a un certain nombre de points qui sont là, que vous pouvez voir. Je vous laisse le regarder si vous voulez le creuser. Je ne suis pas certain que ce manifeste apporte grand-chose par rapport au manifeste agile. D'accord ? Ça donne un point de vue. Je pense qu'il est intéressant de voir ce qu'ils essaient d'apporter. Maintenant, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de controverses qui peuvent être liées à ça. Donc revenez au bon vieux manifeste agile. Vous en porterez pas plus mal. Okay ? Si je résume ce que je viens de vous dire, une définition qui est commune, d'accord, craftsmanship, des métaphores qu'on peut interpréter de mille et une façons. Donc d'accord, elles véhiculent un certain nombre de choses positives, mais aussi en même temps tout un tas de trucs qui se portent beaucoup à controverse. Et enfin, ils ont réussi à mettre un autre manifeste qui se veut être aller encore plus fort que le manifeste agile, mais fondamentalement, voilà. Quand on discute beaucoup de craftsmanship avec des gens, on peut essayer de synthétiser finalement, ça c'est l'interprétation qu'on peut faire à premier niveau. D'accord ? En seconde lecture, ce que j'ai envie de proposer, c'est 3 points essentiels qui, à mon sens, sortent du mouvement Software Craftsmanship, et ce sont des éléments que vous pouvez retrouver, qui sont discutés notamment dans les mailing lists. La première, c'est que
La marque agile oublie les pratiques techniques. Agile en tant que marque a quasiment oublié les pratiques techniques qui sont pourtant le berceau de l'agilité. D'accord ? Au départ, l'agilité, ça vient de 2 développeurs qui ont décidé de faire du pair programming, qui se sont dit « Ah bah tiens, ça serait une pratique qui serait pas mal peut-être de décrire ». Puis ensuite, ils ont commencé à faire venir le client sur site, puis ils ont commencé à lui faire écrire des user stories, et puis ensuite, etc. D'accord ? Au départ, on part de gars qui font des tests, et qui ont décidé de faire changer un petit peu leur métier, qui ont factorisé, enfin qui ont écrit ça d'une certaine manière, et ensuite qui l'ont proposé à d'autres. Un des points fondamentaux du mouvement, c'est de dire attention à la marque agile. La marque agile oublie ses pratiques techniques. Donc typiquement, moi je le vois chez mes clients, j'ai des gars qui me disent moi je fais du Scrum, pas de problème. Je ne sais pas pourquoi vous venez, monsieur le consultant, mais il n'y a pas de souci, moi je fais du Scrum. On a des post-it et des stand-up, donc c'est bon. D'accord ? J'ai collé 3 post-it au mur, je fais des stand-up presque tous les jours. J'ai pas vraiment d'itération parce que c'est quand même compliqué, il faut faire une démo, tout ça. La rétrospective, jamais entendu parler. Et alors les pratiques techniques, j'en entends pas. Je force le trait à dessin, bien sûr, c'est pas partout comme ça. Mais c'est des choses qu'on retrouve souvent. D'accord ? J'ai mis 3 post-it et je fais des stand-up et je suis agile. Donc, les gens qui prônent l'explication de ce qu'il y a derrière le mouvement software craftsmanship, c'est simplement une question d'équilibre. Ils considèrent qu'aujourd'hui, l'agilité a vécu un certain nombre d'étapes. Des étapes avant, je ne sais pas si vous étiez il y a 4 ans ou 5 ans dans des conférences agiles, il n'y avait que du barbu avec du clavier sur les genoux. D'accord ? Vous allez aujourd'hui à Agile Tour Paris, vous avez une mixité de population qui est beaucoup plus vaste. Okay ? Et c'est très bien. Et c'est très bien. On s'occupe autant des process que, on devrait s'occuper autant des process que des parties techniques. Et c'est bien ça le point du mouvement. D'accord ? Le mouvement Software Craftsmanship dit attention. Faites attention. L'agilité, si vous prenez que les process, va poser un problème. N'oubliez pas les pratiques techniques. Okay ? Donc c'est simplement une question de balancier. Ils considèrent que le process aujourd'hui prend beaucoup plus de poids dans toutes les mouvances agiles au détriment des compétences techniques. Donc vous allez avoir, ce que j'essaye de faire le mouvement Software Craftsmanship, c'est simplement de rééquilibrer. Ils n'essayent pas de dire, attendez, les process c'est naze, il ne faut plus en faire. Absolument pas, d'accord ? On a absolument besoin de fonctionner dans un principe agile. Mais par contre, ils estiment que les pratiques techniques doivent être au même niveau, en tout cas traitées avec le même niveau d'importance que les process agiles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le respect de l'ingénieur de logiciel n'est pas le même que le respect d'un ingénieur de structure. Un gars qui est en train de fabriquer un pont, vous n'allez pas vous le voir et lui dire bah, mets-moi un peu moins de ciment, là, histoire que je récupère un peu d'argent, puis tu me fais tenir le pont, tu te débrouilles, je ne sais pas comment, là, puis hop là. Puis tu me le livres pour demain parce qu'il y a des mecs qui vont passer, il faut regarder. Avec un ingénieur logiciel, on peut peut-être le faire. Est-ce que tu peux sauter les tests et puis est-ce qu'on peut finalement pas livrer demain ? Allez, fais un petit effort. Il n'y a pas le même degré de respect. D'accord ? Un ingénieur qui fabrique des ponts, vous n'allez pas lui dire ça. L'ingénieur logiciel, je pense qu'on l'a tous vécu. Donc ce point, il est super controversé. Hein. Il est super controversé pour plusieurs aspects. Déjà, le fait qu'on fait un pont entre un ingénieur de structure qui fabrique un objet tangible et un ingénieur logiciel qui fabrique un objet par définition un peu virtuel. Donc il faut l'interpréter de mille et une manières, mais vous pouvez l'interpréter de différentes manières, pardon, mais je pense que le point a une certaine légitimité quand même, et puis en tant que développeur, je suis content aussi qu'il y ait un peu plus de respect. Donc voilà, c'est pour ça que je le cite. Si vous voulez creuser ce point-là, il y a un bouquin de Uncle Bob Martin qui s'appelle Clean Coders, qu'il a écrit après Clean Code, qui est un bouquin qui est assez récent, qui vous donne un certain nombre de pistes par rapport à tout ça. Comment gagner le respect des gens, il vous le donne de manière assez pratique. Voilà. Notamment, un des points qu'il défend, c'est savoir dire non. Il considère que si quelqu'un va vous demander quelque chose, d'aller plus vite, de faire sauter une fonctionnalité qui vous semble importante, de ne pas passer du temps à faire de l'architecture alors que vous pensez que c'est nécessaire, de faire sauter les tests alors que vous étiez en train d'en écrire, il considère qu'en tant que professionnel, on doit être en mesure de dire non à la personne. D'accord ? Et qu'il explique dans son bouquin en partie que typiquement un manager va chercher à faire ça. Il va chercher à trouver quel est le point d'inflexion de l'élément. D'accord ? Il va poser des questions, c'est pas pour ça qu'il faut faire un béni oui-oui et dire oui systématiquement à ce qu'il va vous proposer. D'accord ? Il cherche à avoir la limite. Si vous lui dites non, en tant que professionnel, vous défendez votre point de vue et une discussion s'engage. D'accord ? Et c'est pas parce qu'il vous exige quelque chose que de la même manière qu'on exigerait qu'un pont soit fini plus tôt qu'il faut forcément accepter. En tout cas, c'est la thèse qui est défendue. Scrum, en théorie, est censé garantir que ça n'arrive pas. D'accord ? Vous êtes censé avoir une confiance
les équipes fonctionnelles, enfin, en tout cas tout ce qui est PO les équipes techniques. Et donc en théorie, la confiance naturelle qui est entre les intervenants, qui est dans Scrum, est censée garantir ça. Bon, après, dans les faits, je pense que ça mérite c'est un point qui me semblait intéressant. Le dernier point du craftsmanship, et c'est là où on retrouve un petit peu le côté des guilds, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça. Mais j'ai plus envie de parler de cet élément-là. Cet élément-là, donc ça c'est tiré du film Million Dollar Baby, dans lequel il y a une relation maître-élève. D'accord ? Le maître qui est là, bon, il a les tempes grises, il a fait des combats lui-même, il était boxeur avant, et il transmet sa connaissance à quelqu'un qui est plus jeune et qui apprend du métier. Dans le craftsmanship, on va essayer de tout le temps mettre les gens le plus possible dans cette situation-là. De mettre les gens dans un système de mentoring. Un mentoring qui marche dans les deux sens. L'élève, évidemment, apprend du maître des coups spéciaux, de l'expérience de la personne. Mais le maître, dans sa façon d'expliquer, dans sa façon de transmettre, dans sa façon de synthétiser les éléments qu'il a besoin de voir, et de voir notamment la réaction de l'élève face à la différente façon dont il essaie d'apprendre les choses, lui permet simplement de synthétiser. Probablement que ça vous est déjà arrivé, vous étiez bloqué sur un bug, vous faites venir quelqu'un à côté, et rien que le fait de l'expliquer, boum, vous avez trouvé la solution. D'accord ? Là, pareil. D'accord ? En tant que maître, ou mentor plutôt, vous êtes capable de transmettre des éléments. Donc ça se marche dans les deux sens. Et c'est quelque chose qui revient souvent, l'apprentissage dans le software craftsmanship. Il y a un côté qui vise à dire que faut bosser, quoi, faut s'entraîner. D'accord ? Lire des bouquins de process, c'est intéressant. Lire des bouquins sur le code, c'est intéressant. Mais quelque part, à un moment donné, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut le faire de manière régulière, d'où ma question de tout à l'heure. Ça, c'est des slides que j'ai piqués au Popendic, et qui est un slide qui vise à expliciter la théorie des 10 000 heures. Il y a quelque temps, j'étais persuadé que pour être très fort dans quelque chose, il fallait avoir le truc, quoi. Avec le truc, c'est justement indéfinissable. Et il y a un gars qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un bouquin qui expose la théorie des 10 000 heures. La théorie des 10 000 heures, c'est la théorie que je vais essayer de vous expliquer avec ce diagramme. Vous avez trois populations en colonne, à droite tout au bout, le professeur de musique, donc un gars qui, au niveau musique, il apprend à d'autres. Hein. Donc déjà, il sait de quoi il parle. Il y a un musicien professionnel, le gars qui fait des concerts, il se balade, tout ça. Vous avez le musicien d'élite. Le gars, on lui signe des contrats et il fait des Deutsche Grammophon et compagnie. Et après, vous avez l'âge, en ligne, et le nombre d'heures qui s'entraînent à cet âge-là. D'accord ? Donc quand ils ont 5 ans, ils s'entraînent tous 2 à 3 heures par semaine. Quand ils ont 8 ans, il y en a un qui en fait déjà le double des autres. À 12 ans, on est à 8, 6, 4. À 16 ans, on est à 22, 11, 7. D'accord ? On finit à 20 ans avec 12 heures par semaine pour un prof de musique. 12 heures par semaine. C'est déjà, si vous courez 12 heures par semaine, si vous faites de la musique 12 heures par semaine, vous pouvez peut-être prétendre être professeur de musique. Bref, au bout de 20 ans, on a accumulé un certain nombre d'heures, et il y en a un qui en a 10 000, et les autres qui en ont 4 000. Okay ? Ces éléments-là, c'est juste pour vous montrer qu'avec l'entraînement, avec la répétition, alors pas la répétition idiote, hein, d'accord ? C'est pas parce que je fais 15 fois le même mouvement que je vais être super balèze pour faire ce mouvement. Probablement qu'au début, je vais avoir un gain, mais rapidement, ça va s'essouffler. D'accord ? C'est un entraînement intelligent. D'accord ? Je ne répète pas mécaniquement les mêmes gestes. Ça vous montre que si vous voulez être non pas juste bon, mais ultra bon, il ne faut juste pas s'entraîner, mais ultra s'entraîner. Vous allez me dire, d'où tu sors ces chiffres, là, c'est quoi cette affaire, hein ? Donc déjà, bon, il y a un peu de référence, mais si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez, moi j'ai fait l'exercice, vous pouvez prendre les dates, les mois de naissance des joueurs de foot. Prenez les mois de naissance des joueurs de foot, là, en ce moment, maintenant, là. Moi j'ai fait avec l'équipe de France Espoir, donc j'ai fait les calculs. Vous pouvez les faire, c'est des données qui sont librement publiques. Vous allez vous rendre compte, pour le football, c'est pas pour tous les sports, vous allez vous rendre compte que si vous prenez une population à une année donnée, donc une équipe, vous allez avoir 70% des bonhommes, 60% des bonhommes qui vont être nés entre janvier et avril. Et ça, année après année. Si vous regardez l'année 2011, l'équipe de France 2011, ça va être ça. L'année 2010, c'est pareil, 2009, etc. Et ça vient d'un fait qui explicite noir sur blanc cet élément-là. Pourquoi ? En fait, le foot, si vous inscrivez vos enfants au foot,
on va vous les mettre dans des tranches d'âge. D'accord? Puis vous commencez le foot tôt, 5 ans. Ou même, dans mon bled, ils prennent à 4 ans. Donc vous pouvez commencer très tôt. D'accord? À cet âge-là, la différence physique entre les enfants, elle est assez forte. Entre un gars qui est né en janvier et un gars qui est né en décembre de la même année, vous avez 1 an d'écart physique, de développement physique. Et à 5 ans, c'est très fort. Tout le monde vient à l'entraînement, mais il y a des matchs. Et pour les matchs, on sélectionne les bons. Et donc forcément, quand vous êtes à 5 ans, ceux qui sont sélectionnés pour les matchs, c'est ceux qui sont meilleurs, donc probablement ceux qui sont physiquement plus développés, donc plutôt ceux qui sont du début de l'année. D'accord? Donc déjà, il y en a qui vont faire un peu plus de foot que d'autres. Okay? Ceux qui sont sélectionnés pour les matchs, ils vont faire un peu plus de foot que ceux qui ne vont pas être sélectionnés pour faire les matchs. Et ça se répète année après année. D'accord? Une accumulation de pratiques, année après année, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Après, vous commencez à avoir des équipes spéciales qui vont aller faire l'équipe 1, équipe 2, équipe 3, qui vont avoir des matchs spéciaux, des coupes. Et vous vous retrouvez à 18 ans avec des gars qui ont pratiqué 10 000 heures de foot et d'autres qui ont pratiqué 4 000, juste sur ces éléments-là. Donc ça, vous pouvez le vérifier, vous faites les calculs, vous allez voir, moi la première fois je n'y ai pas cru, je les ai faits et ça m'a fait rigoler. Donc ça marche uniquement sur des sports dans lesquels les enfants sont sélectionnés à partir de l'âge. D'ailleurs, dans les pays nordiques, Norvège et Suède, on interdit la sélection sur des tranches d'âge pour des matchs avant 14 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, parce qu'ils se sont rendus compte de cet effet-là. Donc la conclusion directe, c'est que si vous avez un gamin, essayez qui naisse en janvier, si vous voulez qu'il soit footballeur, parce que sinon, fin de l'année, il a moins de chance. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas non plus, hein, d'accord? Il existe quand même bien sûr des exceptions dans tous les cas, mais... Le bouquin dans lequel c'est décrit, c'est Outliers de Malcolm Gladwell. Ça se lit super bien, ça vous explique pourquoi Bill Gates c'est Bill Gates, pourquoi Bill Joy c'est Bill Joy, pourquoi les Rolling Stones ont réussi. C'est un petit peu romancé, mais voilà. En tout cas, théorie des 10 000 heures, c'est là-dedans. En tout cas, c'est pas parce que vous n'êtes pas le génie de l'informatique ou le génie du développement que vous ne pouvez pas le devenir, d'accord? Il suffit de s'entraîner en quelque sorte. Donc en résumé, c'est un mouvement, d'accord? On l'a bien compris. Donc vous devez sortir de là sans me dire les histoires que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas d'agile, pas de mélange entre une méthode et un mouvement. Qu'est-ce que c'est que ce software craftsmanship? C'est l'agilité avec les pratiques techniques. En aucun cas, le software craftsmanship est en conflit avec l'agilité. Il cherche juste à dire attention les gars, le process c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On essaye de respecter le rôle de l'ingénieur, en tout cas on le remet à un niveau plus important, et on met en valeur le fait qu'il y a de l'apprentissage et du mentoring. Il y a quelques années, moi quand je recrutais des développeurs, donc quand je faisais partie du processus de sélection des développeurs, je leur disais alors tu connais Hibernate? Ouais. Et alors le cache de second niveau? Ouais, je connais. Ok. Je lui posais 2-3 questions, hop. Je regardais un peu la façon dont il discutait avec moi, puis je le prenais, je le prenais pas. Aujourd'hui, quand je fais ça, je demande au gars de m'écrire un bout de logiciel. Ou même, je lui envoie un petit bout de code avant, et puis il me le renvoie, et puis on discute de cet élément-là. D'accord? Tout ça pour dire que, concrètement, c'est ça qu'il faut essayer de valider. D'accord? Pas juste de la discussion. C'est très facile de discuter. D'accord? C'est très facile d'ouvrir un bouquin sur Hibernate et d'être capable d'en restituer des éléments. C'est pas pour ça que vous allez être capable de le mettre en œuvre après derrière. Okay? Donc l'apprentissage et l'entraînement a une valeur importante. J'en ai fini avec la partie théorique. Donc normalement, c'est la partie plus intéressante, c'est maintenant. En pratique, est-ce que vous avez des questions déjà sur la première partie? Bon, sinon, on les voit après. Donc là, encore une fois, toute humilité. D'accord? Je ne cherche pas à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour faire, quels sont les éléments qu'il faut faire quand vous pratiquez le software craftsmanship ou quand vous essayez de vous inspirer de ce que propose le mouvement dans vos projets. C'est pas un bouquin que j'ai ouvert et que je vous récite ce qu'il y a dedans. C'est ma pratique à moi, opérationnelle, d'une part de les discussions que j'ai pu avoir sur les mailing lists et avec les gars que j'ai pu rencontrer qui pratiquent, en tout cas qui sont à l'issue de ce mouvement, qui sont au démarrage de ce mouvement, et aussi des pratiques que j'ai réussi à mettre en œuvre, moi concrètement. D'accord? C'est pas, donc c'est bien moi qui parle et c'est personne d'autre. D'accord? C'est pas le livre d'or. Donc le craft, pour moi, il y a un certain nombre de points. D'abord l'entraînement, on va revenir. Tout ce qui touche autour du TDD, mon collègue juste avant vous en a déjà un petit peu parlé pour ceux qui étaient dans la salle. Agile, bien sûr. Des principes qui sont ceux de solide, on va voir après ce que c'est exactement. Déploiement continu et YAGNI. Alors il y a d'autres éléments, d'accord? Probablement que si je fais la presse dans un an, je vous rajouterai un élément, peut-être qu'il y en a un autre que je mettrai un petit peu différemment. En tout cas, moi, c'est ce que je présente aujourd'hui. Et je vais prendre chacun de ces éléments-là et je vais essayer d'en parler un petit peu concrètement, de savoir comment moi je fais. La première chose, c'est... je vois pour tous ceux qui notent, les slides sont en ligne, hein, ou ils seront en ligne. Donc, vous les aurez.
L'agilité, elle est au cœur du système. Aujourd'hui, vous me demandez, Jean-Laurent, s'il te plaît, viens gérer mon projet chez moi ou viens m'aider à faire mon projet informatique ou mon logiciel. Si on le fait sans les méthodes agiles, je pense que je ne suis pas certain qu'on va faire grand-chose ensemble. D'accord? Donc c'est clair et net, c'est super important. Moi, je fais essentiellement du Scrum parce que je suis tombé dedans. J'ai mis en place Scrum chez un éditeur pendant 5 ans. J'ai eu la chance de tomber sur un projet XP avant, avec des gars qui se tenaient debout, qui faisaient des tests, et je ne comprenais rien au départ, hein, bien sûr. Donc XP, pourquoi pas, pour des équipes plutôt, en tout cas de mon expérience, plutôt réduites. Scrum, parce que la plupart des gens le connaissent, que c'est assez facile à mettre en œuvre, à condition qu'on utilise les pratiques techniques dont on va parler après. Après, il y a le buzzword du moment qui s'appelle Kanban, que moi j'ai pu voir juste quelques mois, dans un projet dans lequel, effectivement, on avait tellement de product owners qu'on gérait ça en Scrum. Il y avait plusieurs chefs de produits, donc plutôt marketing, des product owners qui arrivaient avec des demandes, et une seule équipe de développement derrière, assez large, 6 ou 7 personnes. Et quand vous avez 4 PO et que vous devez les traiter dans un sprint planning et qu'ils ne se sont pas entendus avant, le sprint planning, c'est la foire d'empoigne. D'accord, ils vont se bagarrer pour savoir, mais non, mais c'est moi, je veux avoir les développeurs, et puis etc. Donc Kanban, nous on l'avait mis en place parce qu'on avait tellement de demandes et qui arrivaient un petit peu dans tous les sens. Donc on a essayé de gérer ça sous forme de flux. D'accord, donc le flux des demandes arrivait. Ça évitait, quand quelqu'un avait une idée, il avait toute la liste des autres demandes qui étaient faites, donc il essayait de l'insérer concrètement à un instant T. Et donc on avait utilisé Kanban pour ça. Je pense qu'il y a plein d'autres utilisations de Kanban possibles. Je pense que moi j'en ai fait une utilisation légèrement détournée. En tout cas, pourquoi pas. Là aussi, Kanban, encore une fois, aussi à faire avec des gens qui avaient fait du Scrum depuis plusieurs années. D'accord, on ne démarrerait peut-être pas un projet agile en Kanban avec des développeurs qui n'ont pas vraiment d'expérience de l'agilité avant. Scrum, pour ça, c'est pas mal parce que c'est un peu plus explicite. Donc, en tout cas, des projets agiles. Les principes solides. Donc, les principes solides, avant tout, c'est un buzzword solide. D'accord, c'est bien tombé, que ça tombe, que ces 5 principes-là font qu'on se fasse solide. D'accord, bon, d'ailleurs, on a un peu. Il pourrait tout à fait, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qu'on pourrait enlever, genre Liskov, et en mettre d'autres à la place. Okay, on va les voir en détail sous forme de slide un peu rigolo. Solide, je pense qu'il faudrait une presse d'1h30 pour vous les voir en détail. Donc on va les passer très très vite. L'idée c'est 1, de vous attirer l'attention sur ce que sont ces principes. 2, vous rappeler que c'est des éléments finalement qu'on a oubliés. D'accord, parce qu'aujourd'hui je pense que tout le monde parle de design pattern, mais ça... D'accord, alors que je pense que pour faire le design pattern, vous avez besoin de ça. Donc encore une fois, je vais passer vite. Si vous ne comprenez pas tout, prenez ça comme étant un appel à aller regarder plus en détail ce que c'est et à y réfléchir. Ça ne se comprend pas en 5 secondes. Donc je crois que c'est un Hongrois qui a fait des slides un peu rigolos sous cette forme-là. D'accord ? Donc solide, c'est parce que écrire du logiciel, c'est pas un jeu de Jenga, au sens où je balance pas 50 morceaux et puis j'essaie de voir si vaguement ça tient. D'accord ? J'essaie de faire une belle tour. Le premier élément de solide, ça s'appelle le Single Responsibility Principle. C'est un principe qui vise à dire qu'une classe ne doit avoir qu'une seule raison de changer, enfin une seule et une unique raison de changer. D'accord ? Donc là, c'est l'histoire du couteau suisse qui fait 53. Vous avez déjà vu des classes qui font 50 machins différents ? Moi, j'en vois plein. Donc l'idée, c'est voilà, une classe, si elle doit changer, c'est pour une seule et unique raison, pas pour X machin. Le Open Close Principle, donc ça, c'est un peu plus complexe. C'est l'idée qu'une opération à cœur ouvert ne nécessite pas qu'on enfile un vêtement. Donc là, c'est la notion d'encapsulation. Donc notamment, c'est la notion qu'une classe, elle doit pouvoir être étendue, supporter différentes implémentations, sans pour cela qu'elle doit être modifiée. D'accord ? Donc si vous étendez une classe, je ne dois pas modifier la classe mère. D'accord ? Je dois pouvoir le supporter. Généralement, je dérive ma classe, je dis « Ah ouais, mais j'oublie un truc » et hop, je le rajoute dans la classe mère et bouf, du coup, je l'ai dans ma classe fille, par exemple. Le principe de substitution de Liskov, donc là, c'est le coup classique, hein, ça ressemble à un canard. Qu'est-ce qu'ils vous ont marqué ? Ça incarne comme un canard, ça ressemble à un canard, mais ça a besoin de piles. Vous n'avez probablement pas le bon niveau d'abstraction. Là, c'est simplement la façon dont on met en œuvre le polymorphisme. Lorsque généralement le problème de Liskov, c'est vous regardez l'arbre d'héritage et vous avez un truc un peu bizarre comme ça. Là, ça revient comme ça tout d'un coup à un moment donné. L'idée, c'est que les sous-classes, elles doivent pouvoir être substituées à leur classe de base, sans altérer le comportement des utilisateurs, en substance. D'accord ? Croyez-moi, il faut creuser un peu plus. Celui-là, il n'est pas simple. Et s'il y en a un que j'enlèverai de solide, c'est celui-là. Mais bon, voilà. Le principe de ségrégation des interfaces, d'accord ? Vous avez un élément.
et où est-ce qu'il faut le brancher, quoi. D'accord ? Typiquement, c'est de trouver la bonne granularité d'interface. Vous êtes forcément tombé sur ce truc-là. Vous avez une interface et vous mettez dedans, vous récupérez une interface, vous en faites l'implémentation, et puis il y a des méthodes dont vous n'avez pas besoin. Ça vous arrive jamais, ça ? Vous mettez, je sais pas quoi, return nul ou return 0, ou avec un gros commentaire dedans, de toute façon, ça je m'en sers pas, je sais pas pourquoi je l'ai là, quoi. D'accord ? Ça, c'est le principe de ségrégation des interfaces. Vous avez des interfaces qui sont trop macro. D'accord ? Probablement que si vous avez besoin de cette interface, mais pas de certaines méthodes, c'est que l'interface est trop large. La version de dépendance, et j'adore le dessin. D'accord ? Est-ce que franchement, vous irez directement brancher votre lampe dans le courant qui est derrière ? Non, vous allez vous servir d'une prise qui va inverser le sens des éléments. Donc ça se comprend un peu plus facilement. Ces principes, c'est des principes de code que lorsque vous faites un audit, ou si vous utilisez Sonar par exemple, Sonar il ne va pas vous dire grand-chose sur ces éléments-là, d'accord ? En tout cas pas directement. Il va falloir interpréter vraiment ce que va dire Sonar sur ces éléments pour essayer de le trouver. Je pense que moi j'ai appris les patterns avant de savoir ça. Je pense que c'est une grosse bêtise. Je pense qu'il faut d'abord connaître ces éléments-là, les comprendre, les vivre. D'accord ? Je vais essayer de vous donner des exemples qui sont parmi les plus courants, mais il y en a beaucoup d'autres. Et qui vous permettent, lorsque vous allez regarder votre code, d'être un petit peu plus pertinent par rapport aux éléments. Notamment, je sais pas, les deux premiers sur l'opération à cœur ouvert et le fait qu'une classe a qu'une seule et une unique raison de changer. Je pense que si vous arrivez à faire en sorte que vos équipes implémentent ou mettent en œuvre ces éléments-là en y faisant attention, vous allez les retrouver assez rapidement et naturellement, sans fanfare, d'accord, avec du code de bien meilleure qualité. Voilà pour Solid. Je vous invite à aller creuser parce qu'encore une fois, en 5 minutes, c'est pire que du TGV là. Le déploiement continu. Il y a quelques années, je pense que je vous aurais parlé d'intégration continue. Maintenant, pour faire hype, je suis obligé de vous parler de déploiement continu. Le déploiement continu, ça consiste à prendre votre logiciel et en déployer l'intégralité à chaque fois qu'un commit est passé. Donc là, moi, je suis militaire avec le sujet. Les builds, c'est moins de 2 minutes, ou 3. Vous allez me dire, oui, mais mes tests, ils prennent du temps. Oui, mais j'ai des trucs à télécharger. Oui, mais ça met du temps à démarrer. Tout ça, c'est des problèmes qui se règlent. D'accord ? Si vous avez un build qui dure plus de 10 minutes, vous avez une boucle de feedback entre le moment où vous committez et le moment où vous avez votre résultat qui est de plus de 10 minutes. Moi, j'ai passé à autre chose. 2-3 minutes, ça va. Jusqu'à 10, on peut le tolérer. Après, c'est... voilà. Donc moi, là-dessus, les équipes qui travaillent avec moi, je fais en sorte qu'on n'ait pas des builds supérieurs à 3 minutes. Et si vous prenez ça dès le départ, et vous faites attention au temps du build, vous pouvez obtenir de bons résultats. Essentiellement, c'est une histoire de boucle de feedback. Donc il y a des moyens de faire ça, c'est le dépendance binaire ou le build pipeline. D'accord ? Vous allez builder plein de petits éléments les uns derrière les autres qui prennent chacun 2-3 minutes, donc vous savez exactement où est-ce que vous en êtes de votre build. Bien sûr, ça comprend les tests d'unitaire et les tests d'intégration. D'accord ? Alors, il y a quelques cas de calcul super compliqués, etc. À ce moment-là, vous cassez votre build et vous en déplacez une toute petite partie, mais essayez vraiment de conserver le plus possible de choses dans ces builds de moins de 2 à 3 minutes. On déploie toute l'application, d'accord ? J'adore les développeurs qui déploient le truc juste dans un petit war, dans leur petit machin à eux, puis au jour où on passe en production, ah bah oui, mais il se passe 50 autres machins, ah bah oui, j'avais pas prévu la conf, ah bah oui, j'avais pas... Bah voilà. D'accord ? Vous le faites dès le début, première itération, et vous prenez tous les problèmes d'un coup, vous les comprenez. Vous comprenez les problèmes de configuration que vous allez avoir, vous allez tout de suite vous prendre des problèmes du style, bah oui, il faut que j'expose un certain nombre de variables, d'environnement, etc. Tous ces éléments-là, vous allez devoir les prendre au plus tôt au moment où vous faites votre logiciel. Et c'est dès la première itération. Et alors le truc que je ne supporte pas dans les équipes Scrum ou les équipes Agile, c'est le gars qui arrive et qui me dit, bon alors il me faut 4 jours pour mettre en place l'intégration continue. Non, mais pas 4 jours pour mettre en place l'intégration continue. D'accord ? Bon, ça dépend de vos environnements. Je sais qu'il y a des sociétés dans lesquelles c'est plus difficile d'avoir du matériel ou des choses, mais pas 4 jours à faire ça. D'accord ? Vous avez par exemple des solutions comme celle de CloudBees qui vous permet d'avoir un Jenkins ou un Hudson disponible en quelques instants. Et voilà. Donc ça se met par petites étapes. Et surtout, on ne se cache pas derrière tout ça le fait de ne pas produire de logiciel pour le client. D'accord ? Tout le temps que vous passez à faire ça, ce n'est pas du temps que vous allez faire pour produire de la valeur dans votre logiciel. Donc soyez honnête avec ça, et même si c'est rigolo d'aller configurer 3 fois une Jenkins, une fois que vous l'aurez fait 2 ou 3 fois. Donc déploiement continu, une pièce centrale, à mon sens, du craft. Yagni. Vous avez déjà entendu ça, Yagni ? You're not going to need it. Ça, c'est... Alors là, pour le coup, ce n'est pas une seule équipe dans laquelle il n'y a pas cette histoire de Yagni à gérer. Yagni, c'est la traduction littérale, c'est tu n'en auras pas besoin. Plus exactement, c'est tu ne sais pas si tu en auras besoin au moment où tu te serviras de cette partie-là. L'idée de Yagni, c'est aussi que ça contrebalance un petit peu les éléments de solide qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Parce que solide, si vous mettez en place carré, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des trucs quand même un peu
Donc il faut de la mesure et de l'expérience, et Yagni, c'est ce qui va vous permettre de le faire. Yagni, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez simple, c'est simplement de dire qu'on traite les éléments au moment, on va écrire le logiciel au moment où on en a besoin. D'accord? Je ne vais pas essayer de prévoir à l'avance quelque chose dont je n'ai pas besoin. Par exemple, l'exemple que je donne, j'ai le temps là? Ouais, j'ai le temps. C'est un exercice, c'est vous qui bossez là, c'est pas moi. Vous avez un jar exécutable, donc un morceau de Java exécutable, qui démarre du code qu'on veut lancer régulièrement. Toutes les heures, toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure. Les specs, c'est ça. Je veux voir les logs, et un novice doit pouvoir les visualiser. D'accord? Donc les options que l'équipe m'a proposées, c'est ça. On fait un cron job, donc quelque chose qui est lié au système, qui lance les éléments. On utilise une solution open source qui s'appelle Talend, qui gère ces éléments-là. On utilise une autre solution open source qui s'appelle Quartz Scheduler. On colle tout ça dans Jenkins, ou alors on est des vrais warriors, on est des craftsmen, des balèzes, et on code tout, thread et future for the win. Quelqu'un veut se lancer? Suggestion? Alors on a commencé par faire ça. Le cron job, au niveau de l'accès au log, tout ça, il faut faire d'autres trucs, il faut les sortir, etc. Ce que l'équipe était partie pour faire, c'était faire un de ces deux éléments-là, le 2 ou le 3, des solutions packagées dans lesquelles j'allais pouvoir lancer des jobs, récupérer les éléments, créer des comptes utilisateurs, vérifier, etc. Au final, on a tout mis dans un Jenkins. D'accord? Ça a pris environ 10 minutes de résoudre ce problème-là. On a pris le jar, on l'avait déjà, on l'a mis dans un Jenkins, on a appuyé sur un bouton, les logs sortaient dans la console, et les gars du market pouvaient revenir voir ce qui se passait. D'accord? Et quand on leur disait, tu as besoin de relancer le truc, bah, tu appuies sur le bouton vert, là, et ça roule. Et si c'est rouge, tu viens nous voir, on vient réparer le truc. D'accord? Est-ce que cette solution, on l'a gardée? Non, probablement pas. D'accord? Probablement qu'on va la supprimer à un moment donné et passer à quelque chose de plus important. Mais à un instant T, au moment où j'avais besoin, mes specs, c'était ça, et c'était pas autre chose. Yagni en mise en œuvre, d'accord? Je ne vais pas avoir besoin de tout un tas de trucs qui vont me permettre demain de gérer ces éléments-là, d'accord? Je n'ai pas forcément besoin de tout un tas d'autres éléments que cet élément-là. Et se servir de Jenkins comme scheduler, Jenkins c'est un outil de gestion de build, c'est ridicule, d'accord? Ça paraît bizarre. Sauf qu'à un instant T dans la vie d'un projet, je peux faire ça, parce que ça répond à mon besoin, d'accord? Est-ce que c'est définitif? Non. Et voilà. J'ai répondu à mon besoin. Bon, c'est un exemple. Un autre, donc Yagni, super intéressant. Lorsqu'on fait de la conception, lorsque les gars commencent à vous dire « Ah oui, mais alors peut-être que j'aurais besoin d'un gestionnaire de workflow pour faire… » Non, d'accord. Du coup, on a besoin tout de suite là maintenant. On regarde ça, juste ça, on résout ça. Et le code est suffisamment bien exprimé, suffisamment bien testé pour être capable de le faire évoluer demain pour répondre aux défis de demain. Le risque qu'il risque d'avoir, c'est quoi? C'est que vous imaginez une solution pour demain. D'accord? Et le jour où vous avez vraiment à traiter ce problème-là, en fait, le problème sera autre chose. D'accord? Le problème va évoluer entre le moment où vous avez décidé de faire une solution et le moment où vous avez besoin de le traiter. Sans compter que du coup, vous allez vous taper tout ce code-là, de maintenant jusqu'au moment où vous allez avoir peut-être besoin. Rapidement, TDD. Donc, TDD, mon collègue juste avant en a parlé rapidement. Je pense que c'est peut-être un des trucs les moins compris, je pense, dans les éléments. Je pense que des équipes qui font des TDD, il y en a très très peu. À titre personnel, je trouve ça dommage. Donc je rajoutais ce slide pour expliquer grosso modo comment ça marche. TDD, c'est un flow avant tout, d'accord? C'est un flow, un flux, traduit littéralement. C'est un flux, d'accord? On écrit un test qui échoue. Je voudrais que mon job s'exécute. Et on va écrire le code le plus naïf possible, de telle manière à ce que ce test passe. D'accord? En gros, j'écris ma spec sous forme de test, un test unitaire. J'écris le minimum de code possible et le plus naïf possible pour que mon test passe. Le cas classique, c'est je dois retourner foo, d'accord, je sais pas, la string foo, FOO. L'implémentation, c'est return foo, d'accord, le plus basique possible. Okay. Ensuite, éventuellement, je refactor, si j'ai besoin. En gros, je vais regarder le code le plus naïf possible que j'ai exécuté. L'idée, c'est qu'à partir du moment où je suis dans le vert, là, j'ai répondu à ma spec, d'accord, je suis OK, tout est bon. Donc je peux rendre mon logiciel à mon client, ça marche, d'accord. Bon, après, effectivement, dedans, c'est peut-être pas super joli, quoi, notamment si j'écris du code naïf. Donc on passe par la phase de refactoring qui va nous permettre, puisqu'on est dans le vert, de continuer à travailler. Et ensuite, je réécris un bout de spec, j'avance, j'écris le code le plus naïf possible, je refactor éventuellement, etc. Et je fais des boucles comme ça. La boucle là-dedans, elle est très très courte, elle est de l'ordre de la minute. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des baby steps pour essayer d'avancer. En général, on fait ça lorsqu'on est deux, avec ce qu'on appelle ping-pong pair programming, dans lequel vous allez avoir un gars qui écrit un test, qui va échouer. Au moment du switch, il va passer le clavier à son collègue,
qui va faire l'implémentation, éventuellement le refactoring ensemble. Le gars écrit le test qui fail et on switch le clavier. Donc il y a un petit côté, j'imagine la solution, j'ai bien envie que le logiciel avance dans tel sens et je passe la balle à mon collègue pour qu'il fasse l'implémentation. Et donc du coup, à deux, on est capable de faire avancer le logiciel. Ce n'est pas une confrontation, hein, d'accord, c'est ensemble. On va passer ça. Ce que j'aime bien dans le pair programming, c'est un logiciel notamment qui peut vous aider. Vous allez me dire, qu'est-ce qui me sort là, les trucs de jeux de rôle et tout ça, il est barré. En fait, il y a un petit plugin qui s'applique dans Eclipse, pour ceux qui font du Java, qui vous permet justement de monitorer ces éléments-là. Ça s'appelle Pair Hero, ça s'installe en 2 minutes. Vous choisissez la couleur d'un petit bonhomme. À chaque fois que c'est vert, c'est que c'est à vous de taper le code. Il va détecter tout seul que le test fail. À ce moment-là, il va passer le clavier de l'autre côté. Vous allez faire le test qui passe, puis le refactor. Et puis si vous suivez bien la boucle de TDD comme il faut, sans faire d'échecs, vous allez gagner des points, des combos, et vous allez faire vous allez gagner un score à la fin. Le truc est minuté au bout de 25 minutes. Au début, moi, j'y croyais pas du tout. J'ai vu 2 mecs faire ça, je me suis dit, bon les gars, vous avez fini de jouer. Et en fait, j'ai passé une journée à faire ça, et c'est absolument génial. Dans le wiki, on garde le high score, des 3 high scores qu'on a vraiment réussi. Et en fait, ça vous force un petit peu à suivre le truc. Si vous êtes que 2 et que vous ne connaissez pas trop comment on fait ce ping-pong pair programming, vous êtes des fois un petit peu... vous ne savez pas trop quand est-ce que vous dérivez, quoi. Là, l'idée, c'est que tout de suite, vous allez voir que vous n'allez pas gagner de points, vous allez voir que c'est le gars qui est entouré en vert, c'est pas le bon, et donc du coup, il faut passer le clavier, etc. La notion centrale, c'est s'entraîner. Donc vous pouvez le faire de 3 manières différentes, soit sous forme de kata. Donc, le kata, c'est au sens l'analogie qui est faite avec le karaté, dans lequel vous allez avoir répété un mouvement de X manières différentes, de façon répétée, pour y arriver. Donc en gros, là, c'est la même chose, vous allez régler le problématique de calculer les nombres premiers à partir d'un chiffre, par exemple, ou trouver les diviseurs d'un élément. Vous allez le faire X fois, de X manières différentes. L'idée de ces entraînements, quand on le fait sur du code, c'est d'essayer de dire que lorsque vous êtes en train d'écrire un logiciel, vous allez écrire du logiciel, mais vous répondez pour un client. Vous n'êtes quand même pas là pour vous amuser, vous êtes là pour faire un logiciel qui répond à un besoin. Et pendant que vous êtes en train de l'écrire, tout d'un coup, vous vous dites « Ah tiens, j'aurais peut-être pu faire autrement. » Et cet autrement, vous ne pouvez pas le tester tout de suite. Vous ne pouvez pas le tester tout de suite parce que fondamentalement, vous avez déjà avancé, vous devez rendre votre élément. L'idée du kata, c'est d'essayer de le faire d'une certaine manière, et puis d'une autre, et puis encore d'une troisième, et finalement d'essayer de s'entraîner. Un bon élément pour ça, c'est les coding dojo que vous avez sur Paris, il y en a plusieurs, et notamment les code retreat, on en a fait une il n'y a pas très longtemps. Donc une code retreat, qu'est-ce que c'est? C'est 6 fois dans la journée, ça c'est le programme du code retreat. Donc on se retrouve le matin tôt, en général c'est le samedi, et vous allez pendant 1 heure résoudre un exercice. Au bout d'1 heure, vous allez effacer tout le code que vous avez fait. Vous allez l'effacer. Vous n'allez pas le garder dans votre poche, vous allez l'effacer. Et vous allez recommencer. Vous faites ça 6 fois dans la journée. C'est censé vous rappeler ce que je vous ai raconté sur les 10 000 heures tout à l'heure et l'entraînement, etc. On en a fait une le 3 décembre. On va le passer vite fait. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais passer sur... Voilà. Donc là, c'est une douzaine de gars qui font cette code retreat ensemble. 6 fois dans la journée. En l'occurrence, il y en avait d'autres qui le faisaient en même temps que nous. Donc on était connectés par une caméra avec d'autres gars à Bordeaux et à Toulouse. On a pu s'échanger. Donc l'idée, c'est que à chaque fin d'heure, vous changez de paire. Éventuellement, vous changez de langage. C'est un excellent moyen, 1, d'apprendre le TDD, 2, d'apprendre à faire du pair programming. Si en plus vous tombez avec des gars qui font du multilangage, d'apprendre d'autres langages. Donc pratiquer d'autres langages, il y a un bouquin qui s'appelle 7 Languages in 7 Weeks, qui est un peu ardu, 7 langages en 7 semaines. Même si vous faites passer en 7 semaines, je pense que c'est assez intéressant de voir les différentes façons de résoudre un problème avec différents langages. Vous en apprenez énormément sur votre langage de prédilection. Dans les autres choses qu'on travaille, ou que je travaille, Domain Driven Design, ou la vraie façon de faire de la programmation objet. Il y a un bouquin d'Eric Evans qui est très ardu à lire, mais qui est super intéressant sur le sujet. Clean Code, vous prenez un morceau de code qui ne vous paraît pas très beau, et puis vous le travaillez jusqu'à ce que vous soyez nickel, que vous ayez envie de mettre votre nom dessus. En vrai, c'est quelque chose qui s'entraîne et qui est super intéressant. TDD, ça ne peut que s'entraîner, d'accord. J'en suis pas encore à 10 000 heures, donc je travaille. Et j'essaie d'apprendre un langage par an. D'accord. Donc 7 langages 7 weeks ou 7 languages in 7 years, en ce qui me concerne. Et enfin, et je terminerai par ça, Raising the Bar, c'est le seul élément que je vais garder du manifeste du craftsmanship que j'avais gardé tout à l'heure. Parce que, pourquoi je pointe ça vers vous? C'est parce que
quelque part, moi j'essaye de le faire, d'accord, et j'essaie de vous donner par cette presse la volonté d'essayer aussi de vous de travailler sur ces éléments-là. Parce que c'est en s'exerçant qu'on devient meilleur, vous avez compris, ça ne sert à rien de se cacher devant le fait de dire, ah bah, il y a des génies et il y a les autres, d'accord. Non, il y a ceux qui s'entraînent et il y a les autres, d'accord. C'est parce qu'il y a beaucoup de génisme dans notre métier, d'accord, notamment au niveau des développeurs, d'accord. Quand je dis que j'ai 38 ans et que je suis développeur, les gens disent, ah, voilà, d'accord, et que je pense que ça peut être changé. Je pense qu'il y a une vraie valeur à être un développeur expérimenté. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement, pourquoi prendre 10 développeurs jeunes plutôt que 3 très bons? En termes de coût, je pense qu'on s'y retrouve. En termes de valeur, moi je sais où je mettrai mon argent. Parce qu'écrire du code qualité, c'est quand même tellement mieux que d'écrire de... Voilà, essentiellement, c'était pour vous donner envie de ces éléments-là. Je pense que la balle est dans votre camp. Essayez de faire changer le métier du développeur, peut-être en vous inspirant de ces éléments-là, en les transmettant à vos équipes techniques, et en essayant de s'inspirer des valeurs qui sont là-dedans. En toute humilité, d'accord. Attention aux métaphores un peu compliquées qui nous rappellent des trucs moyenâgeux, sur lesquels c'est un peu peut-être... en tout cas, voilà, à regarder avec un élément. Et j'aime bien finir par cette phrase. Pourquoi raising the bar? Pourquoi s'améliorer? Parce que simplement, tolérer la médiocrité, c'est l'encourager. Donc à vous de jouer. Voilà.